Aujourd'hui, on parle d'un protocole bien connu dans la finance décentralisée, et pas que pour des bonnes raisons. En effet, Euler Finance s'était fait hacker 197 millions de dollars, ce qui en a fait l'un des plus gros hacks de la DeFi. Mais fait inattendu proche du miracle, le hacker a renvoyé les fonds au protocole, ce qui a fait qu'ils ont pu se relancer. Aujourd'hui, la TVL d'Euler est à son ATH et a dépassé les niveaux de 2023 juste avant le hack. Dans cette vidéo, on va voir à quoi sert le protocole et comment l'utiliser. On va regarder de plus près ses tokenomics, et je vais aussi te montrer une feature cachée que personne ne connaît et qui peut te faire gagner un peu d'argent. Petit disclaimer, mais c'est pas parce que le protocole est revenu des enfers qu'il ne peut pas y retourner. Un hack est imprévisible, et comme d'habitude, il ne faut jamais all-in sur un seul protocole. Ceci dit, il y a quand même des fonctionnalités intéressantes sur Euler, avec une team qui délivre beaucoup, alors on est parti. Tout d'abord, Euler peut se définir comme un protocole de lending borrowing, c'est-à-dire un protocole sur lequel tu vas pouvoir venir déposer des cryptos et en emprunter d'autres, pour par exemple faire des boucles de rendement pour créer un effet de levier. A première vue, le protocole semble peu intuitif, car il fonctionne pas comme certains autres protocoles de la même catégorie. Ici, tout fonctionne sous forme de vault, avec différents comptes qui sont assignés à ton wallet. C'est ce que tu retrouves dans le portfolio. Tu peux voir que par exemple ici, j'ai 3 comptes différents qui sont associés à mon adresse. On pourrait se dire que c'est trop compliqué pour l'utilisateur, mais en fait c'est ce qui te permet d'avoir un meilleur management de risque en établissant plusieurs positions avec des risques isolés, et donc des risques qui ne peuvent pas contaminer tes différentes positions. Comme tu peux le voir sur l'interface, tu as plusieurs onglets. L'onglet Portfolio va correspondre à tes positions sur le protocole. L'onglet Earn, lui, s'adresse à ceux qui veulent venir déposer des cryptos sans forcément en emprunter, pour obtenir un rendement supplémentaire. Par exemple, si je veux venir déposer, je sais pas, des stablecoins, je peux sélectionner dans Assets uniquement des stablecoins, et tu peux les trier par Supply APY, pour voir lesquels te rapportent plus de rendement. Évidemment, plus il y a de rendement, plus il y a de risque, mais ici, ça permet par exemple de venir gagner 7,77% sur ton USDC, juste en venant le déposer. Et comme tu peux le voir d'ailleurs à l'écran, le rendement est boosté via des REUL, on en reparle plus tard. Ensuite, tu as l'onglet Borrow, qui lui va servir à emprunter contre un collatéral. Imaginons que tu sois sur la blockchain Base et que tu veux déposer du CBBTC pour emprunter contre celui-ci, et tu veux emprunter des stablecoins. Eh bien tu peux voir qu'en sélectionnant ces deux catégories, donc le dépôt en CBBTC et l'emprunt en USDC, tu as un vault qui s'adresse à toi, et quand tu vas venir déposer tes CBBTC dedans, tu vas gagner 1,88%, et tu vas payer 6,50 pour pouvoir emprunter tes stablecoins. Le max ROE correspond à la boucle maximum que l'on peut faire, c'est l'onglet juste après, donc on y vient juste après. Et si tu veux plus de détails, tu peux directement cliquer sur le vault pour avoir par exemple tous les détails relatifs à ce vault, comme s'il est gouverné ou pas par une entité qui s'appelle un gouverneur. Du coup, à quel point le CBBTC est utilisé dans le protocole, est-ce qu'il peut être emprunté, est-ce qu'il peut être utilisé en collatéral sur différents vaults. Là, ils te disent simplement que quand tu viens déposer ton collatéral sur ce vault, tu es sensible à ces pools-là, c'est-à-dire que ces pools-là vont pouvoir venir emprunter les actifs que tu viens déposer. Et tu as aussi les différentes infos concernant par exemple les pénalités de liquidation qui sont variables, ainsi que les différents caps pour les différents vaults, et si la bad debt est socialisée ou pas. C'est-à-dire que si il vient y avoir de la bad debt sur un vault, alors tous les détenteurs de ce vault sont impactés, et même tout le protocole dans certains cas. Et enfin, tu as le troisième onglet qui est très pratique, qui est l'onglet Strategies, qui va te permettre de voir d'un coup d'œil le maximum de rentabilité que tu peux faire, par exemple, en venant faire des boucles d'emprunt. Donc si tu veux par exemple déposer tes stablecoins et voir quel serait ton rendement maximum, tu peux sélectionner l'onglet USD ici, tu peux sélectionner Correlated Only pour avoir seulement des paires corrélées, et tu peux voir que sur la blockchain Base, si tu viens déposer des USDS et emprunter des USDC avec un levier maximum, tu peux gagner jusqu'à 30,54%. Si tu regardes les détails du vault plus précisément, tu peux voir que en fait il y a seulement 2% d'écart entre le dépôt et l'emprunt, mais tu peux le multiplier par 12 en faisant des boucles qui sont automatisées dans le protocole, et en appliquant ce multiplicateur maximum, tu arrives à une rentabilité de 30% sur le capital que tu avais déposé de base. En fait, à la place de boucler au maximum, le protocole le fait automatiquement pour toi. Évidemment, un petit rappel ne fait jamais de mal. Plus tu vas t'exposer à du levier, plus tu vas t'exposer à du risque, puisque les liquidations sur Euler peuvent faire mal. Comme tu peux le voir, on est entre 0 et 15%. 15% de liquidation, ça commence à vraiment faire mal. Et même si ici tu supply et borrow des stablecoins, il y a toujours des petites variations entre les stablecoins. Et si tu es exposé à un levier des fois 12, une variation d'1% représente une variation de 12%. Donc c'est pas rien du tout, et il faut prendre ça dans l'équation avant de faire un levier maximum. Un truc très cool disponible sur Euler, c'est notamment l'intégration des PT de Pendle. Pour rappel, un principal token permet de garantir un yield sur un actif. On élimine la volatilité du rendement.
Pour Resolve, par exemple, qui est un stablecoin dont on attend l'airdrop sur la blockchain Base et Ethereum, il est possible d'abandonner les points qu'on peut avoir en détenant des USR, donc le stablecoin du projet, dans son wallet, contre un rendement fixe, jusqu'à expiration, d'environ 11%. Ça se passe sur Pendle et c'est ce que tu peux voir ici. Tu as 11,26% garanti jusqu'à expiration. Et attention, puisque l'expiration sur l'USR arrive bientôt. Et le truc cool que ça permet de faire, cette intégration des PT, c'est que par exemple, si tu veux assurer ton rendement sur du stablecoin et emprunter quand même contre celui-ci, eh bien tu peux le faire. Et dans certains cas, c'est avantageux, dans certains cas, ça ne l'est pas. Mais si ça est avantageux, tu peux pareil aller dans l'onglet stratégie et boucler ces positions pour démultiplier le rendement. Alors en général, c'est rarement intéressant puisque tu peux voir ici que si on sélectionne cette pool-là, le supply APR est inférieur au borrow APR, donc c'est pas intéressant puisqu'en fait le max hero qu'il te renvoie, c'est tout simplement l'intrinsèque APR bouclé au maximum, sauf qu'à la place de 11%, tu vas arriver à 8, donc ça ne vaut pas le coup au final, puisque tu payes plus cher pour emprunter que pour venir déposer. Mais si on regarde avec un autre actif sur Ethereum par exemple, donc ici on est sur un PT SUSDE, donc le stablecoin d'Ethena, tu peux voir que la rentabilité avec du levier est beaucoup plus intéressante. Tu t'assures un yield que tu peux démultiplier, mais attention, puisqu'effectivement, comme d'habitude, il y a toujours plus de risques. Ici, tu peux voir que les oracles sont différents et sont peut-être un peu moins réputés que Chainlink. Donc faut faire attention puisqu'une erreur d'oracle peut coûter très cher. Ici, le marché est gouverné par la DAO de l'air, donc c'est la DAO qui va pouvoir venir gérer et changer les paramètres de risque. Le forum se présente un petit peu comme tous les forums de gouvernance, tu peux voir qu'il y a différentes catégories avec différentes discussions. Je te mets le lien en description si jamais tu veux l'explorer un petit peu plus. Fait important aussi, beaucoup de rendements sont boostés, c'est les petites étoiles vertes que tu peux voir à côté des APR. Par exemple ici sur l'USDC, on a 1,89% du rendement qui va être payé en token REUL. Et ne t'étonne pas d'ailleurs si tu ne vois pas tes rewards directement sur ton wallet, pour les réclamer il faut aller sur Merkle qui agrège tout ça. C'est encore une fois pas très intuitif, mais Merkle est plutôt réputé et ça marche bien. C'est ce que tu vois ici en fait, les rewards sont distribués via Merkle et pas directement dans ton wallet. Donc je te mets le lien de Merkle dans la description si jamais tu veux checker si tu as des récompenses disponibles là-bas. Concernant le token dans lequel tu es payé, ce n'est pas du simple EUL, c'est du REUL. La petite différence, c'est que le REUL est locké pendant 6 mois, puis réclamable à un taux de 1 pour 1 après. Tu peux, si tu le souhaites, le réclamer immédiatement, mais dans ces cas-là, tu réclameras seulement 20%. Pour l'avoir complètement, il faut attendre 6 mois. Comme tu peux le voir à l'écran, environ 70% de la supply a été distribuée et il y a 4 millions de tokens ELR dans la trésorerie. Il y a des émissions chaque jour, mais aussi des rachats de tokens via le fee flow. L'important ici, c'est de savoir si les émissions sont plus importantes que les rachats ou l'inverse. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir, mais d'abord, il faut que je t'explique ce qu'est le fee flow. C'est un concept propre à ELR que personne ne connaît et qui peut tout à fait être rentable pour toi. Ça se trouve juste ici dans l'onglet Explore puis Fee Flow et il permet grosso modo de récupérer soi-même les frais générés par le protocole. Et il y a moyen de gagner un petit peu dans l'opération. Ça fonctionne sous forme d'enchère à la hollandaise. C'est-à-dire que tu vois ici tu as un prix d'enchère qui est de actuellement 420 ELR à peu près, donc 2465 $ au prix actuel. Et tu as donc Max Claimable qui est donc la somme des frais totaux que tu peux récupérer sur ton portefeuille. Ici tu peux voir que c'est pas du tout intéressant de racheter les frais soi-même, puisque tu vas payer 2465 pour racheter 470 $ de frais. L'opération n'est pas du tout rentable, tu vas perdre de l'argent puisque tu auras gaspillé 2000 $ dans l'opération. En revanche, cet auction price, il baisse à travers le temps. Tu peux voir qu'il reste 11 jours, et au fur et à mesure que le temps passe, le prix de rachat des frais générés baisse. Et donc il y a bien un moment où les deux vont s'égaliser, voire que le max claimable va passer au-dessus du prix d'achat nécessaire pour racheter les frais, et donc l'opération devient intéressante. Tu peux sélectionner tous les frais que tu peux réclamer, tu peux te mettre sur le bon réseau, et tu peux approuver donc des ELR pour racheter tout ça. Si tu veux un tuto complet, dans la semaine, il y aura un post sur mon Twitter qui va sortir où je t'explique comment faire de A à Z et comment savoir si c'est vraiment rentable, et surtout comment faire pour passer d'une blockchain à une autre et le faire sur différentes blockchains. Donc n'hésite vraiment pas à me suivre là-bas, je mets des petits posts intéressants, comme ici par exemple le fait que si on atteint 100 millions de revenus sur Fluid, ce qu'estime l'un des membres de la team, alors on pourrait avoir un token à 35 $. Je te démontre tout le raisonnement, donc n'hésite pas à aller voir. Et je te ferai ce petit post sur ELR pour t'expliquer comment faire pour racheter ces frais toi-même. Pour revenir un petit peu au tokenomics, on essaye donc de savoir si le token est inflationniste ou déflationniste, car les rachats sont plus importants que les émissions. Ici, tu as toutes les campagnes d'incentives de REUL, donc de token ELR loqué 6 mois, qui sont distribués au fur et à mesure du temps. Je vais pas te faire tous les calculs en vidéo, mais si ça t'intéresse, tu pourras les retrouver dans le post Twitter dont je te parlais juste avant. Ici, tout ce que je retiens, c'est qu'au prix actuel, donc j'ai pris environ 6 parce qu'au moment où j'ai fait le calcul c'était 6,
on a à peu près 1,9% de la supply qui retourne dans la trésorerie du projet grâce au fee flow et donc qui disparaît de la circulation. Donc c'est l'équivalent d'un rachat de token. Par contre, si on prend les campagnes d'incentives, ici on a environ 6,3% d'inflation par rapport à la supply actuelle, causée par les incentives. On ne compte pas les déblocages, donc des 6 mois des REUL, on prend simplement les campagnes. Mais de toute façon, ça revient au même, puisqu'un jour ou l'autre, ce sera débloqué et ce sera en circulation. Donc au final, si on additionne ces informations, on a moins 1,9% qui correspondent au rachat, puisque c'est des tokens qui disparaissent de la circulation, et on a 6,3% d'incentives. Donc, ça nous fait sur l'année, si on conserve ces chiffres, 4,4% d'inflation. Encore une fois, sans compter les déblocages, puisque si on va voir sur tokenomist.ai, on peut voir que les déblocages de jetons sont pas finis, et qu'il en reste un peu à émettre. Alors 4,4% d'inflation nette, c'est pas énorme à l'année, mais ce qui me dérange un petit peu ici, c'est que on a un programme de buyback un peu étrange. C'est vrai que pouvoir claim soi-même les frais, c'est génial, parce que du coup, ça fait qu'à chaque fois on peut faire un petit gain sans faire grand chose, juste en rachetant les frais. Par contre, eh bien le protocole perd un petit peu à chaque fois dans l'opération, et la demande pour le token ELR s'en retrouve diminuée, puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part voter dans la gouvernance, à détenir le token, si ce n'est temporairement pour racheter les frais. Après, on est loin d'avoir les pires tokenomics du marché, c'est vrai que c'est un business model qui a l'air de fonctionner, mais quand on regarde le revenu mensuel généré, il n'est pas très élevé. Par exemple, au mois de mars, le protocole a généré un petit peu moins de 200 000 $ de frais. C'est pas énorme, et ça nous donne un ratio de cours sur bénéfice de 55, qui est plutôt élevé même en crypto. En ce qui concerne la team, il n'y a pas à dire, ils bossent bien, ils se sont relevés des enfers et ils mettent l'accent à présent sur la sécurité, mais aussi sur des fonctionnalités intéressantes, comme l'intégration des principal tokens de Pendle par exemple. C'est vrai que de ce côté, il n'y a pas grand chose à en dire, ils savent ce qu'ils font, et en même temps, j'ai envie de dire heureusement, puisque se prendre l'un des plus gros hacks de la DeFi, j'imagine que ça fait repenser un petit peu le modèle sur lequel le protocole était construit, et que ça fait mettre l'accent sur la sécurité, ce qui est quand même l'une des choses les plus importantes pour un protocole DeFi. En tout cas, j'espère que cette analyse vous a plu. Personnellement, c'est un protocole que j'aime bien utiliser sans trop m'y exposer, puisqu'encore une fois, vu qu'il y a eu un gros hack, il y a quand même un gros antécédent. Mais ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est notamment les rendements sur Berachain. Il y a des petits moves sympas à faire, et notamment sur ELR, mais aussi sur d'autres protocoles. Il y a des campagnes d'incentives à venir chercher à droite à gauche qui sont sympas. Et comme je vous l'ai dit, l'onglet Fee Flow, que personne ne connaît, peut être rentable si vous vous y prenez au bon moment. En tout cas, j'espère que cette analyse vous a plu, qu'elle a été pertinente pour vous et que vous avez pu comprendre des concepts qui ne sont pas forcément hyper intuitifs. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, puisque c'est là que je mettrai le post en détail du calcul et aussi où je vous expliquerai de A à Z comment récupérer vous-même les frais du Fee Flow. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me le dire en commentaire, ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.